bon dimanche. Un dimanche triste pour les hommes de médias, vous le savez très certainement. On l'a appris très tôt ce matin, la découverte de la dépouille de Martinez Zogo, cet animateur radio à Yaoundé, qui était porté disparu depuis mardi dernier. Évidemment, nous témoignons notre sympathie et notre émotion à l'endroit de la famille, tout en demandant évidemment que toute la lumière soit faite autour de cette histoire. Face à l'actu de ce dimanche, je vais donc en parler dès l'entame de l'émission avec l'invité, mais nous reviendrons également sur les autres sujets de l'actualité de la semaine, notamment le lancement du budget de l'année 2023 ici à Douala. Le ministre des Finances a fait le déplacement. On parlera également des prochaines élections sénatoriales dont le président de la République a prévu qu'elles se dérouleront le 12 mars prochain. Sous fond, tous ces sujets politiques-là, sous fond évidemment d'alternance, on va interroger le rôle de l'opposition. On va également parler de la vie chère tout au long de ce programme avec quelques sujets traités par la rédaction de STV. Je l'ai dit, l'affaire Martinez Zogo, de regretter mémoire désormais, les élections sénatoriales, le lancement du budget et entre autres sujets avec le président de l'Alliance des forces patriotiques, progressistes, Cyril Sambaka, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Président. Bonsoir, Dépéta. Bonsoir, tous vos nombreux téléspectateurs. Triste au vu de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et je dois dire que c'est l'occasion pour nous de constater que ça va dans tous les sens et que la déshumanisation de notre pays va en s'accélérant. Et vous savez très bien que les journalistes dans un pays, c'est les garde-fous quand même, c'est des gens qui informent les populations. Et vous savez que le gouvernement, lui, dans sa répression, a souvent interpellé les journalistes, traduit en justice, mais on n'avait jamais vu ce qui vient de se passer. On a eu le cas à Ouaziri, c'était dans le contexte du Nozo, mais ce qui vient de se passer à Yaoundé est très grave et je sais et je suis convaincu que nos fins limiers de la gendarmerie et de la police vont éclaircir cette histoire et que le gouvernement va pouvoir mettre sur la table et que ceux qui sont les commanditaires de cette opération soient traduits en justice et punis parce que notre pays va, si on s'amuse un tout petit peu, entrer dans le cercle infernal, n'est-ce pas, des pays qu'on ne respecte plus. Parce que si on ne respecte plus la vie humaine, parce que vous avez un problème avec quelqu'un, vous faites un règlement de compte, ou bien, je pense que nous tous, nous sommes touchés aujourd'hui par ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, et il faut que, absolument, ce soit la dernière fois que le Cameroun vit cela. Sinon, nous allons entrer dans un cercle infernal et c'est tous les Camerounais qui seront touchés. Parce que ça appelle à la mobilisation de tous les Camerounais. Parce que c'est des choses impensables. On ne peut pas écrire sur notre pays comme ça et des choses comme ça se passent, n'est-ce pas, et qu'il n'y ait pas de suite. Il faut qu'il y ait très rapidement et la suite de cette affaire afin que, je sais que ça ne peut pas apaiser le cœur de sa famille, mais ma foi, les Camerounais, eux, ils veulent connaître la vérité parce que ça, c'est, je crois, la goutte d'eau qui déborde le vase. Tout compte fait, vendredi dernier, nos confrères, nos collègues de Yaoundé, Olivier Bouzeke, Frédéric Forme, Thierry Honte, se sont donc mobilisés pour essayer de faire le point à ce jour-là de cette actualité. Suivez plutôt. Influent de la bande FM, Martinez Zogo. L'animateur de l'émission Vedette Embouteillage sur Amplitude FM est porté disparu. Martinez Zogo est introuvable depuis quelques jours. Ses collègues, sa famille, ses proches et la presse est en alerte. Sa disparition fait la une de nombreux journaux. Les interrogations fusent sur les causes. À en croire ses proches, le domicile de l'animateur était depuis quelques jours surveillé par des individus suspects non identifiés. Durant la même période, le véhicule de son épouse aurait été saboté. C'est de justesse qu'elle a évité le pire jusqu'à l'annonce de la disparition de Martinez. Selon ses proches, il aurait été enlevé par des hommes cagoulés après avoir percuté son véhicule dans la soirée du 17 janvier dernier, mais rien n'est confirmé. La DGSN a ouvert une enquête. Mais que lui reproche-t-on ?
Martinez Zogo est l'un des animateurs radio les plus écoutés de la capitale politique. À travers son programme dénommé Embouteillage, diffusé sur les antennes de la radio Amplitude FM, dont il est le chef de chaîne, il a coutume de faire de grandes révélations sur les dysfonctionnements du pouvoir, les basses manœuvres, les scandales, etc. Toutes les personnalités ou presque sont très souvent visées dans ces déballages. Simples et fonctionnaires de haut volt, ponte du régime, opérateurs économiques ont très souvent saisi la justice contre l'animateur à la suite des révélations les concernant. Covid-Gate, scandale de la Cannes, ligne 94 sont entre autres sujets sur lesquels il s'est récemment prononcé avec emphase, chiffres à l'appui, en citant des coupables présumés. Pour ses proches, sa disparition serait ainsi la conséquence de l'un des multiples dossiers sensibles sur lesquels il faisait des révélations. Ces dernières années, les hommes des médias sont régulièrement victimes de ce type de disparition soudaine au Cameroun. À travers un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, le ministère de la Communication dit suivre de près cette affaire en collaboration avec les forces de l'ordre. Serine Sambaka, cette actualité évidemment interpelle ou alors essaye de jeter un nouveau regard sur la situation des libertés, liberté d'expression, liberté de manifestation, bref, toutes les libertés telles que prévues par les lois de 90 et de s'interroger davantage pour qui sait peut-être s'en inquiéter. Oui, je dois dire que c'est une option gouvernementale et on l'a aperçu, je crois, en 2014 déjà quand on a sorti la loi sur le terrorisme. Et à cette époque déjà, nous nous levions pour dire que cette loi n'étant pas suffisamment claire, on pouvait accuser tout le monde de terrorisme. Mais l'affaire Zogo, c'est une dimension très élevée. C'est celle qui plombe complètement un pays. Parce que quand on a vu les autres cas, d'ailleurs j'en parlais il y a quelques jours parce que j'avais appelé Shannon du Messager, Jean-François, qui avait été, directeur de publication. Voilà, qui avait été interpellé autre pour savoir comment ça se passait. J'ai été très touché parce que il m'a dit, Monsieur Sambaka, président, vraiment, il ne faut pas faire une minute dans les géoles. Ce n'est pas bien du tout. Bon, alors, et surtout pour rien. Donc, je crois que l'injustice au Cameroun a pris le pas, n'est-ce pas, sur ce qu'on peut appeler la justice. Nous voyons des choses se passer, on se pose la question de savoir si c'est notre Cameroun qu'on connaît. Si les Camerounais sont arrivés à un niveau de déshumanisation, parce que nous, quand on était jeunes, on entendait parler de tonton Makout. Si aujourd'hui au Cameroun, on doit avoir des entrées de milices et autres, il faut faire très attention parce que c'est tout le pays qui est en insécurité. D'où mon appel d'il y a quelques mois à ce que les Camerounais s'unissent. Parce qu'il faut inventer un autre Cameroun. Tel qu'on a pris le tournant aujourd'hui, je dois dire que c'est la goutte d'eau qui, pour moi, déborde le vase et nous appelle à nous mobiliser, n'est-ce pas, pour que nous inventions notre propre Cameroun. Je ne pense pas que ce qui ne se faisait pas il y a longtemps, que les libertés amènent les assassinats. Les libertés ne peuvent pas amener les assassinats. Au contraire, on a choisi les libertés, on a restreint, et ensuite, aujourd'hui, ce qui se passe n'est pas... Pour moi, dès que j'ai appris cela, et le corps décomposé, ça veut dire qu'on ne l'a pas enlevé pour aller l'interroger. On l'a enlevé pour aller le tuer. Donc si on est enlevé pour aller le tuer, ça veut tout simplement dire que c'était commandité. Et si c'était commandité, c'était pour sa mort. Et je ne pense pas que l'État du Cameroun a déjà agi comme ça. Je sais que les gens ont été interpellés, d'autres sont partis en prison, ils sont ressortis des prisons, d'autres y sont encore. Mais quant à commanditer un crime comme celui-là, ça ressemble déjà à des milices. Et ça, on doit faire très très attention, parce que les milices, quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Il faut stopper cela très très rapidement. C'est pour cette raison que les Camerounais doivent se mobiliser autour de cette affaire. On doit absolument se mobiliser autour de cette affaire. Je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai eu mal toute la journée et je me suis posé la question de savoir, c'est comme ça, scandale sur scandale, problème sur problème, c'est ça le Cameroun de demain? C'est ce Cameroun que nous allons laisser à nos enfants? Non, il faut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, il faut bien que les Camerounais eux-mêmes prennent conscience que c'est le moment, on est à une charnière
il faut absolument qu'on invente notre Cameroun. Cela dit, on va certainement suivre cette actualité, voir comment elle va certainement se dénouer. Évidemment que tout le monde espère qu'une enquête va être diligentée et que toute la lumière soit faite autour de cela. Parlons à présent qui c'est Sam Bakar, les prochaines élections sénatoriales. Le gouvernement, le président de la République reste certainement ferme sur le calendrier. C'était des élections attendues, ce sont des élections confirmées. De ce point de vue, vous pouvez dire certainement un mot sur l'aspect démocratique. Non, je dois dire que le président de la République sait très bien qu'il n'y a véritablement pas d'enjeu à ces élections sénatoriales. Mais le débat que moi j'ai surtout entendu, c'était que le Sénat était inutile et qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas le Sénat. Et moi, j'ai rappelé à ceux-là que le Sénat est un consensus national qui a été pris en 1991 à la réunion tripartite et on devait mettre progressivement donc, ces institutions en place. Avec notamment conforté par la Constitution de 1996. Voilà, la Constitution de 1996. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas qu'on confonde les choses. Parce que si on ferme le Sénat, il faut fermer l'Assemblée nationale. Parce que les deux ont le même résultat. Est-ce que vous, à la conception, justement, lorsque vous travailliez à l'époque de la coordination, vous avez quand même, vous êtes, il faut le dire, hein, vous êtes l'un des derniers, alors l'un des politiques qui ont vécu de près cette évolution depuis plus de 30 ans, depuis l'ouverture démocratique, vous avez... Bon, je ne suis pas très écouté par mes pairs, c'est l'impression que j'ai. Mais j'ai des choses à dire. Maintenant, ce que je voudrais dire avant qu'on y arrive, c'est est-ce que la mise en œuvre de ces institutions, la conception et la mise en œuvre même de cette loi de 1996 obéit-elle à ce que vous conceviez en 1991? Oui, on a mis du flou dedans. D'accord. Mais on sait que le consensus autour du Sénat s'était reposé sur une chose. Ce sont les avocats des collectivités décentralisées. Okay. C'est-à-dire que les sénateurs vont au Sénat pour défendre les intérêts des collectivités territoriales décentralisées. Tiens, nous avons aujourd'hui une loi qui dit que les collectivités ont 15%, mais ces collectivités n'ont pas 15%. Qui les défend? C'est les sénateurs. Nous avons 10 sénateurs par région parce qu'on a introduit les us et coutumes. Ce sont ces sénateurs qui regardent les lois qui viennent de la Chambre basse, regardent si ça correspond à nos us et coutumes et les renvoient pour correction s'il y a lieu. Donc, si nous avons aujourd'hui ce que j'appelle les sénateurs cadeaux, ce n'est pas parce que le Sénat n'a pas un rôle à jouer. Mais c'est tout simplement qu'on a caporalisé cela et que ces sénateurs qui sont eux-mêmes là-bas ne font pas un effort. Et que ceux qui sont dans les collectivités décentralisées ne les interpellent pas. Parce qu'aujourd'hui, on a des régions, on a des communes. Ces conseillers municipaux-là, ils devaient les interpeller. Ben, on nous a promis 15%, on ne nous donne pas les 15%. Qu'est-ce que vous faites là-bas au Sénat? Donc ça, je peux dire qu'il ne faut pas qu'on fasse des confusions, parce que même à l'Assemblée nationale, dès que le parti au pouvoir a la majorité, ce sont leurs lois qui passent, les propositions de loi ne passent pas. En fait, c'est l'exécutif. Est-ce que vous comprenez néanmoins les critiques de ceux qui pensent que c'est une chambre de plus, de trop, davantage budgétivore, sans forcément qu'on ne ressente son impact sur le quotidien? Sauf si on ne sait pas pourquoi le Sénat est né, et à ce moment on devient antidémocratique. Parce qu'un consensus est né à la réunion tripartite en 1991 pour mettre en place toutes ces institutions. La Constitution de 1996 a dit qu'elle les mettra progressivement. Nous avons réclamé ces institutions, elles sont venues tout doucement. Le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas encore eu d'alternance au Cameroun. Il n'y a pas de sénateurs de l'opposition en tant que tels qui peuvent gagner des élections et aller au Sénat pour défendre un projet. Moi, je suis allé à ces élections sénatoriales la dernière fois parce que j'avais un programme à proposer. Et malheureusement, j'ai contacté l'opposition, c'est-à-dire que j'ai contacté les conseillers municipaux de l'opposition. Et à l'époque, je n'avais aucun conseiller dans la Sanaga maritime.
Et je me rappelle qu'il y a un monsieur qui m'a appelé parce que j'avais distribué mon programme à travers les WhatsApp et autres, et qui me dit, Monsieur Sambaka, votre programme est très bon, je n'ai pas vu un programme meilleur que celui-là. Je sais que vous n'allez pas gagner les élections, je sais que vous n'avez pas de conseiller dans la Sanaga maritime, mais si vous avez une voix, ce sera ma voix. Et je profite de l'occasion, même si c'est passé, comme il ne m'a pas donné son identité, de le remercier. Par contre, ce que je dois dire, c'est que au niveau du Vouri, on savait très bien, il n'y a que 2 bureaux de vote. Moi, j'avais 3 conseillers municipaux et j'ai contacté tous les autres conseillers municipaux de l'opposition, que ce soit du MP, de MRC, oui. Bref, tous les conseillers étaient environ une 50aine. Ils m'ont dit qu'ils sont d'accord, n'est-ce pas, de me voter. Parce que je leur ai dit, je sais que je ne vais pas gagner, mais il faut quand même que le projet, qu'on puisse en parler. Donc, ils ont promis de me voter. Et je me rappelle, la veille des élections, il y a un éminent membre du RDPC qui m'a dit, Monsieur Sambaka, vous perdez votre temps, votre programme est très bien. Peut-être que nous, on peut le soutenir, mais quant aux conseillers de l'opposition, ne comptez pas sur ça, parce qu'ils sont à nos portes pour prendre 50 000 francs et voter le RDPC. Et quand les résultats sont sortis, je me suis aperçu que dans le Vouri, où il y avait au moins 17 conseillers qui devaient voter pour moi, tout parti confondu, je n'ai eu que mes 3 voix. Donc vous voyez, ce n'est pas une élection directe aux populations, elle est indirecte, donc on peut faire le retraçage. Et ça, j'ai appelé certains de mes collègues de l'opposition responsables pour leur dire, voilà, nous sommes dans des difficultés, parce que si vos conseillers vont prendre 50 000 francs au RDPC pour voter, alors que le RDPC a déjà la majorité, eux, ils le font pour se moquer de nous et pour nous discréditer. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut aller en politique parce qu'on a des convictions. Il ne faut pas aller en politique parce qu'on veut s'agripper à quelque chose. Ben voilà les conséquences. D'accord. Donc, les sénatoriales, c'est quelque chose de formidable pour le Cameroun actuellement, parce que nos collectivités décentralisées souffrent. Elles n'arrivent même pas à voir ce qui leur est, ce qui devrait être en leur possession. Il faut donc des sénateurs qui vont défendre ces causes. Et il faut savoir que le panachage dans le sénatorial, en termes de région, ne se fait pas. Parce qu'il faut sortir les us et les coutumes de la région pour pouvoir défendre. C'est pour cette raison que la répartition est égale dans les régions. Nous avons 7 qui sont votés, 3 qui sont nommés. Mais on voit qu'ici, dans le littoral, on ne respecte pas ce canevas. Il faut le dire, ce n'est pas normal, parce que c'est un pays à 2 vitesses. Donc l'esprit même, en mettant le Sénat en place, c'était pour avoir des avocats et des us et coutumes des régions et de défendre les collectivités territoriales décentralisées. Mais est-ce que la présence plus que majoritaire des élus du RDPC au Sénat ne biaise pas aussi la fonction de cette institution? Oui, mais c'est qu'en réalité, quand il n'y a pas d'enjeu électoral, n'est-ce pas, on a tendance à fabriquer des sénateurs cadeaux. Parce que ce qui se passe, c'est que le parti au pouvoir dit toi, tu seras sénateur, toi, un peu de sénateur cadeau. C'est ce qui se passe, mais ça n'enlève rien, n'est-ce pas, au fait que le Sénat a un rôle à jouer. D'accord. Ben, et l'autre inquiétude qui remonte, c'est de dire qu'il aurait été judicieux de faire les élections sénatoriales après les autres élections, notamment locales et municipales, pour avoir un reflet effectivement de la carte. Oui, parce que les nouveaux conseillers vont pouvoir... Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu, M. Dipita Tongo. C'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Nous ne travaillons pas suffisamment. Nous ne nous entendons pas. Parce qu'on ne peut pas me dire, j'ai roulé ma bosse dans cette affaire depuis 30 ans, mais j'ai quelque chose à dire. J'ai vécu des situations. Mais on fait comme si la politique commençait aujourd'hui au Cameroun. Mais c'est tout à fait normal qu'on vive ce que nous vivons. Parce qu'on n'est pas organisé.
C'est normal, la loi dit que c'est les conseillers municipaux qui votent. Donc si vous n'avez pas la majorité des conseillers municipaux, vous ne pouvez même pas espérer. Et quand vous avez la majorité des conseillers municipaux, ils doivent être de vrais militants ou bien des gens vraiment engagés à une cause. Parce que si on leur donne de l'argent et qu'ils vont voter pour l'adversaire, ça aussi, ça montre la fragilité, n'est-ce pas, que tout ça parce que nos populations ont abandonné le pays aux politiques. Moi, je suis contre cette affaire. On ne peut pas faire 30 ans, comme j'ai fait dans l'opposition, et on n'avance pas. Si on n'avance pas, ça veut dire qu'on a fauté quelque part. Et si on ne veut pas reconnaître qu'on a fauté quelque part, ça veut dire que ça sera bis répété. Mais là, vous interpellez les populations. Est-ce que justement la réaction des populations est de se dire, à un moment, on a fait confiance aux hommes politiques, mais ceux qui ont été élus, ou alors qui ont eu la grâce de la nomination, ne se sont pas retournés vers cette population pour qu'ils sait peut-être satisfaire leurs doléances ou améliorer leurs conditions de vie, l'objectif de départ. Et aujourd'hui, les populations sont comme sans repère. Elles estiment que tant qu'à faire... Non, les populations ne devraient pas être sans repère. Les populations doivent tirer les conséquences de ce qui arrive au pays. Nous avons fauté, nous les partis politiques. On a voulu imiter le parti au pouvoir. Or, le parti au pouvoir est un parti unique, qui est issu d'un parti unique qui n'a pas perdu ses habitudes. Ce n'est pas la même chose avec l'opposition qui doit amener une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de gouverner, une nouvelle façon de penser, des méthodes, des nouvelles méthodes. Bon, maintenant, les populations, elles se découragent vite. Elles se sont découragées parce qu'elles ont donné totalement leur confiance aux partis politiques. C'est une erreur. Les partis politiques ne font qu'un segment de la population camerounaise. À côté de cela, il y a les populations elles-mêmes, il y a les syndicats, il y a les associations, il y a les corps de métier, il y a tout ça, c'est ça la politique. Donc si on ne tient pas compte de cela, et qu'on se dise, les choses vont se passer entre les partis politiques, ça se passera mal. Et très mal, pourquoi? Parce que les partis politiques ont essentiellement les conflits. C'est-à-dire que leurs relations sont conflictuelles. Et ceux qui sont au pouvoir l'ont vite compris depuis l'avènement de 92, pour comprendre que nous devons créer des conditions pour que les partis politiques de l'opposition luttent entre eux. Donc les partis, on se bat pour être le leader de l'opposition. Mais en même temps, on regarde dans notre constitution, il n'y a pas de statut de l'opposition. Mais on est en train de lutter pour être le leader de l'opposition, mais pas pour gouverner. On ne gouvernera jamais. Je le dis de mes 30 ans d'expérience, si on ne change pas les donnes, si on n'introduit pas le Camerounais, le citoyen, les populations à la chose politique. Pour le faire, c'est tellement simple. C'est tellement simple parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que les populations disent « unissez-vous et on va vous supporter ». On est incapable de s'unir. Bon, parce qu'on est incapable de s'unir, alors il faut élargir. Il faut que tout le monde soit concerné. Il faut qu'on respecte les syndicats. Il faut qu'on respecte les associations. Il faut qu'on respecte les corps de métier. Le Cameroun est à bâtir. Et c'est pour ça que je dis que l'offre que l'AFP fait, c'est justement cela. Il faut que nous tenions compte du fait que ce pays est en train de succéder à la colonisation et n'a rien changé. Notre administration n'a pas été pensée par nous-mêmes. Notre administration nous plombe. Je m'attaque souvent aux fonctionnaires, mais tous les fonctionnaires ne sont pas mauvais. Sauf que ceux qui prennent des décisions ne prennent pas de bonnes décisions. Donc on les englobe tous. Et pire encore, ils sont dans une dynamique qui est diabolique. Elle est diabolique parce que nos fonctionnaires, quand ils prennent leur retraite, et souvent même avant de prendre leur retraite, vous voyez, ils vont à l'Assemblée nationale. Ils veulent aller à l'Assemblée nationale. Ils veulent aller dans les communes. Ils veulent aller au Sénat. Les fonctionnaires. Donc nous avons une république où il n'y a que des fonctionnaires. En poste, retraités, mais des fonctionnaires. C'est dangereux. Il faut que les partis politiques de l'opposition fassent très attention à cela et qu'ils mettent la société civile et tout ce monde en mouvement pour que le Cameroun se refasse et qu'on puisse travailler dans le sens de faire une offre alternative qui soit crédible. D'accord. Nous sommes intéressés cette semaine évidemment aux préparatifs de ces élections sénatoriales. Nous avons fait un tour du côté de la direction régionale, élection pour le littoral, où
le responsable sur place nous a effectivement fait le point. Suivez ce reportage. Aucune candidature enregistrée dans les 4 agences départementales d'élections Cameroun de la région du littoral à 10 jours de la date butoir. Pour moi, aucun candidat ne s'est encore signalé. Parce que les listes des candidatures sont déposées au niveau des agences départementales ou alors à la direction générale. Donc pour le moment, dans nos 4 agences départementales, il n'y a encore aucun signe d'un parti politique de ce côté-là. En attendant le 12 mars 2023, jour de l'élection sénatoriale au Cameroun, à l'agence régionale d'Élécam pour le littoral, le matériel de vote est préparé, les listes d'électeurs composées de conseillers municipaux et régionaux révisées. Nous sommes juste en train de faire des mises à jour pour ces fichiers pour extraire ceux qui sont décédés ou qui ont perdu leur qualité d'électeur. En dehors de cela, nous avons le matériel électoral. Vous savez que l'ECAM vient d'organiser un double scrutin, donc nous n'avons pas un problème particulier lié au matériel électoral qui est déjà même en stock dans nos différentes antennes, tout au moins pour ce qui concerne le plus gros du matériel, les urnes, les isoloirs et même quelques fournitures de bureau. Nous allons attendre le moment venu, ce que nous appelons des kits électoraux, c'est-à-dire les PV, ainsi que les fournitures de bureau, les encres indélébiles qui vont avec pour l'organisation matérielle même de l'élection le jour dit. Dans les prochains jours, des concertations seront organisées par le Conseil électoral avec les partis politiques concernés par ce scrutin indirect. Pour ce qui concerne cette élection, les membres du Conseil électoral étaient encore sur le terrain il y a moins d'une semaine. Et il y a certainement une concertation qui sera organisée par le Conseil électoral, peut-être à Yaoundé. Et chaque fois qu'il y a une élection, toutes les parties prenantes s'organisent pour s'accorder. Donc c'est le travail qui est révolu au Conseil électoral et je suis sûr qu'ils sont en train de se préparer pour cela. C'est à la suite du décret du 13 janvier dernier que le chef de l'État convoque le collège électoral en vue de ce scrutin. Il convient de rappeler que des 100 sénateurs actifs, 70 sont élus et 30 sont nommés par le président de la République. Alors cette élection, Sambaka, vous le savez, c'est 2 ans avant d'autres élections. Je ne veux pas mettre une différence de degré, mais plus importante. Les élections locales, municipales et puis les élections des députés, mais aussi des présidentielles. Tout cela s'est cumulé. Tout cela se fait sous fond de ce qu'on appelle de façon triviale l'alternance. Je veux dire, à 2 ans de cette échéance, avez-vous le sentiment, avez-vous l'impression, avec ces sénatoriales et tout l'environnement politique actuel, que nous sommes déjà dans l'antichambre de cette alternance-là? Non, nous devons y entrer. Okay. Parce que nous n'y sommes pas, nous devons y entrer. Moi, je mets de côté l'élection sénatoriale parce que, bon, au vu des 2 mandats qu'ils ont déjà faits, on a vu qu'ils n'ont pas fait grand-chose. À l'Assemblée nationale, l'opposition est minoritaire et ils se sont transformés donc en lanceurs d'alerte. Ce qui est une bonne chose, parce que sinon on ne saurait même pas ce qui se passe là-bas. L'élection présidentielle, elle est capitale. Elle est capitale aujourd'hui, telle que les choses se passent, parce qu'il faut que quelque chose change. Et à ce niveau, pour que les choses changent, il faut travailler. Il faut se concerter, il faut travailler, il faut mettre en place un programme minimum commun de l'opposition. Ce travail n'a pas encore été fait. En dehors du code électoral, ça n'a pas été fait. Bon, on a l'expérience du passé. On sait pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi telle chose n'a pas marché. C'est pour ça que je vous ai dit à l'entame que les rapports entre les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition, sont du genre conflictuel. C'est-à-dire que les gens se battent pour être au-devant. Justement, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que on veut, dans l'esprit des partis politiques, ils ont calqué un peu le RDPC et il faut arriver au pouvoir et gérer. Et moi, je peux vous dire, M. Dipita, qu'à l'observation, c'est une très grave erreur. Parce qu'il faut changer le Cameroun, changer ses institutions, changer tous les paradigmes, mais changer la personne de Paul Biya ne peut pas résoudre le problème du Cameroun. Je venais de vous parler des fonctionnaires et autres.
ils sont en train d'occuper tous les espaces. Et vous aurez affaire à eux. Donc si tout le peuple n'est pas avec vous, si les syndicats ne sont pas avec vous, si les enseignants ne sont pas avec vous, si les médecins ne sont pas avec vous, parce que vous avez ensemble fait un programme minimum commun pour rebooster le Cameroun, eh bien, ma foi, vous aurez des difficultés à gouverner. C'est pour cette raison que tout le monde est convaincu qu'après le président de la République actuelle, si nous n'arrivons pas à pacifier notre pays, si nous n'arrivons pas à avoir un consensus national, si nous n'arrivons pas à nous entendre de comment sera donc la République après lui, eh bien, on va avoir d'énormes difficultés. Est-ce que les hommes politiques actuels, tout bord confondus, parce qu'il est clair que aussi bien l'opposition que le parti au pouvoir, tout le monde va jouer l'après-billard, mais est-ce que les hommes politiques actuels, justement, sont en capacité de s'élever au-delà de leur personne, de regarder l'intérêt national et de se dire, si le président n'est plus là demain, qu'on puisse quand même avoir un Cameroun serein qui améliore son système démocratique avec tout ce que ça comporte comme liberté, justice et autres. Est-ce que ce que vous décriez ou vous avez observé de mal vis-à-vis de l'opposition qui a du mal à se mettre ensemble n'est pas des prémices de ce qui pourrait être demain, dans ce sens que les Camerounais ne pourront pas s'asseoir pour penser un Cameroun uni pour l'avenir? En ce qui concerne les partis de l'opposition, quelque chose est en train de se faire. Moi-même, j'ai été contacté. Il y a des échanges qui se font entre les leaders des partis politiques. Moi, j'ai dit que ce n'est qu'un début. C'est qu'un début parce qu'à nous seuls, les partis politiques, on n'est pas le Cameroun. Il faut le comprendre d'abord, parce qu'il ne faut pas prendre encore 30 années pour le comprendre. Nous qui avons fait 30 années, on le sait suffisamment. Les partis politiques pilotent, c'est vrai. Mais quand nous, on était avec les associations, les syndicats à l'époque, en 91, quand ça n'allait pas entre les partis politiques, quels sont les gens qui calmaient? C'est bien eux, la société civile, etc. C'est eux qui calmaient. Et aujourd'hui, nous savons que on a tenté plusieurs fois d'avoir un candidat unique de l'opposition et chaque leader pensait que ce serait lui. Et quand même, on a essayé de faire un programme minimum commun en 2004, ben, on s'est aperçu que quand on désignait celui qui devait représenter l'opposition, paix à son âme à l'époque, c'était Adamou Ndamjoya, Ni John Frundi avait déjà déposé sa candidature. Et tous ces lieutenants s'étaient mis debout en disant que un bateau, du moins une pirogue ne peut pas tirer un bateau, etc., ce genre de choses. Vous voyez, la parole, c'est quelque chose de très important. Quand on vit ensemble et qu'on dégage un consensus, il faut le respecter. Parce que si on ne le respecte pas, ce n'est pas en étant au pouvoir qu'on va accepter. Prenez, par exemple, on choisit un leader de parti politique pour être le candidat de l'opposition. Il arrive là-bas, il ne respecte plus le programme minimum commun, tout ce qu'il a dit. Il va vous dire qu'est-ce que la Constitution dit. Et il va se reposer sur cette Constitution et son parti, et il va avoir que des problèmes. Parce qu'il va avoir tout le Cameroun contre lui. Parce qu'il l'aura trahi. Mais les gens sont comme ils sont. Alors il faut éviter ça dès le départ. Il faut discuter. Quel est le bon profil pour challenger, pour unir tous les Camerounais, des partis politiques, de la société civile? Ben, il faut bien que notre éducation la réforme, que notre administration la... On ne va pas le faire dans les partis politiques, on va le faire avec les spécialistes. Donc il faut qu'on se batte pour unir toutes ces forces intelligentes pour présenter un programme minimum commun. L'éducation, on sait très bien où ça aboutit. Il y a eu OTS, ils ont des choses à dire. Quand vous discutez individuellement avec eux, il y a des choses formidables qu'ils proposent. Mais il faut intégrer ça. Prenons paix à son âme, Bernard Djonga, qui s'est battu toute sa vie pour l'agriculture. Mais vous êtes honnête au Cameroun et vous dites que vous pouvez présenter un programme agricole mieux que ce que lui l'a fait et il a expérimenté. Donc c'est ce consensus-là qu'il faut d'abord trouver. Il faut que les leaders de l'opposition sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a d'autres personnes qui doivent apporter leur savoir-faire, leur savoir. Et c'est tout ça qu'on met ensemble. Et c'est avec ça que le peuple est rassuré. C'est avec ça que le peuple massivement vont aller s'inscrire, patienter 4 heures de temps pour s'inscrire. Parce que pour le moment, il faut que les gens le sachent.
Ils sont là, ils guettent, n'est-ce pas? On a ajouté 1000 personnes, 2000 personnes. Est-ce que vous savez que le RDPC organise des petits déjeuners pour inscrire les gens? Vous ne le savez pas. Vous dites, j'ai demandé que les gens s'inscrivent. Mais personne ne s'inscrit. Les gens s'inscrivent que dans les petits déjeuners. Et dans les petits déjeuners, qui s'inscrivent? C'est les gens qui sont prêts à vendre leur voix. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. L'ancienneté n'est pas une maladie. Nous avons traversé toutes ces étapes-là. Et on a des choses à dire. Nous avons des choses à dire. Parce que nous sommes tristes quand nous voyons nos pères en train de penser qu'eux, ils ont la science infuse. C'est faux. Mais justement, l'autre regard que ce que vous appelez vos pères ont, qui c'est peut-être à l'égard de vous autres, la génération précédente, c'est de se dire, effectivement, 30 ans, vous avez essayé, ça n'a pas marché, donc c'est un logiciel qui n'est peut-être pas prêt à se réactualiser. Là encore, j'ai une réponse. D'accord. Moi, quand j'entrais en politique, j'étais jeune. Il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans. Après nous, il n'y a pas eu de jeunes. Les jeunes ont repris le chemin de la politique avec les 11 millions. Et Présidentielle voilà. 2018. Alors, vous allez me dire que la politique, c'est quelque chose où on n'a pas besoin de références, où on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de repères. On n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant, pourquoi Non, les jeunes s'étaient désengagés de la politique. Ils sont en train de revenir. Et le problème aujourd'hui, ce n'est pas un conflit générationnel qui est le problème. Ce n'est pas parce que le chef de l'État a dit les nouvelles générations. Ce n'est pas des décrets. Ça se construit. Il y a des jeunes qui sont très très bons, très très forts. Il y a des jeunes qui se rapprochent de moi. Parce qu'ils aiment la politique. Ils veulent savoir ce qui s'est passé avant. Et on leur explique. Et je pense que la politique aussi, c'est quelque chose, il faut l'avoir dans le sang. C'est-à-dire, il faut aimer faire la politique. Parce que la politique, c'est refuser d'être égoïste. Parce que la politique, et c'est ce que j'explique toujours aux jeunes, je leur dis, écoutez, la politique, c'est refuser d'être égoïste. C'est être généreux. Parce que vous êtes en train de travailler pour l'ensemble des populations, vous n'êtes pas en train de travailler pour vous. Si vous travaillez pour vous personnellement, alors allez dans des créneaux, n'est-ce pas, où on travaille pour soi. Mais laissez la politique aux politiciens. Parce que le politicien, c'est celui qui se sacrifie pour tout le monde. Il trouve son bonheur avec le bonheur de tout le monde. Donc voilà, on explique ça aux gens. Mais quand vous voyez des conseillers municipaux qui s'en vont prendre l'argent du RDPC pour voter, mais je dois le dire. Je dois le dire parce que les leaders des partis politiques doivent savoir qu'une organisation politique se construit et il y a des garde-fous qu'il faut mettre. Il ne faut pas mettre n'importe qui. Ce n'est pas, on ne choisit pas. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai eu des problèmes de ce genre. Donc, c'est partager donc les expériences, discuter et sortir le consensus national qui est important pour moi. Et je pense que je vais continuer sur ce chemin. Je vais continuer à parler, je vais continuer. Je dis bien que quelque chose se fait au niveau de l'opposition, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est timide. C'est timide, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Que faut-il faire de plus? Il faut impliquer le maximum de Camerounais dans les corps de métier, dans les populations, dans les associations, dans les syndicats, qu'ils aient leur mot à dire pour faire ce programme minimum commun. Il ne nous reste que 2 ans. Ça peut se faire en 6 mois, pourquoi? Parce que quand j'ai fait le tour, soit des historiens, des anthropologues, des gens de la science, je me suis rendu compte que les Camerounais ont beaucoup produit. On ne tient pas compte seulement de ce qu'ils ont fait. Alors si nous, au niveau de l'opposition et au niveau du peuple camerounais qui veut le changement, nous nous mettions à travailler pour avoir une offre alternative crédible basée sur les travaux des différents corps de métier, alors le Cameroun va commencer à se construire. Moi, je prends l'exemple, je dis toujours que le Cameroun n'a pas de fondation. Les colons nous ont légué quelque chose. On a continué dans ce rythme-là. Il est temps, à la croisée des chemins, que nous-mêmes nous bâtissions notre fondation. C'est après que les politiques vont maintenant jouer pour aller aux élections, mais sur une base saine, avec un code électoral consensuel, avec un minimum consensuel qui va donc permettre aux hommes politiques de s'exprimer. Mais si les Camerounais eux-mêmes, à 60 ans après les indépendances, avec toutes les intelligences qu'il y a dans ce pays, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous ne sommes pas capables de penser
un nouveau Cameroun, et nous voyons l'ancien Cameroun s'effondrer avec tout ce que ça comporte comme problème, scandale de ceci, scandale de cela. Hier, nous avions, comment on dit, le pétrole. On n'est pas capable de faire le bilan de ce que le pétrole nous a apporté, que nous sommes déjà dans les mines. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra pour développer le Cameroun? Pourtant, on voit les autres pays africains se développer sans avoir le pétrole que nous avons, sans avoir les mines que nous avons. C'est de tout ça qu'on doit parler. Les économistes sont sollicités dans cette affaire. Mais si un parti politique se lève et dit que lui, il peut faire tout ça, il peut bâtir le Cameroun, il ne peut pas bâtir le Cameroun parce qu'il aura tous les autres Camerounais contre lui. Il faut le faire ensemble. Si le RDPC a des gens qui aiment ce pays, ils peuvent se joindre à cette fondation commune que nous devons bâtir pour avoir un Cameroun de demain, n'est-ce pas, où les enfants vont savoir que, ben voilà, on peut compter sur notre pays, le patriotisme va renaître, etc., etc. C'est un appel, un cri de cœur à vos... C'est un cri de cœur, c'est un appel à l'opposition camerounaise, c'est un appel à tout le Cameroun, c'est un appel aux partis au pouvoir, parce qu'après 40 ans, ils peuvent faire eux-mêmes le bilan qu'ils ont échoué. Ils vont pas vous laisser le pouvoir sur un plateau d'argent et puis vous prendre le pouvoir pour avoir ce genre de problème que nous vivons aujourd'hui. Mais les Camerounais, la résilience, je peux comprendre qu'on parle de résilience, mais la résilience, c'est pour préparer le droit au bonheur. Mais si la résilience, c'est pour serrer sa ceinture jusqu'à se diviser en deux, pendant que l'État, lui, il ne gère pas son train de vie de manière à ce que les populations sentent que tout le monde est dans le même bateau, ça pose un problème. Donc, il faut changer ça. Parce que, vous voyez, l'alternance, 40 ans au pouvoir, c'est un record Guinness. Et les conséquences sont graves. Parce qu'on a épuisé beaucoup de gouvernements, mais on n'a pas trouvé de solution. Donc, la solution, c'est de se mettre ensemble, n'est-ce pas, avec les composantes, c'est-à-dire économiques, des enseignements et tout ça, l'histoire, parce que nos enfants à l'école primaire ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. On leur enseigne une histoire que d'autres personnes ont écrite, alors que les historiens camerounais ont écrit. Donc tout ça, on doit reformuler tout ça. Et c'est ça que j'appelle le consensus national. Mais n'empêche que pendant que l'opposition réfléchit à prendre le pouvoir, il est clair que le parti, le RDPC qui le tient déjà, n'entend pas se laisser faire. Je veux dire, il y a comme des signes qui donnent l'impression qu'en guise d'alternance, il s'agira pour eux de conserver le pouvoir. On a vu des sorties du fils du président de la République qui laissent à interprétation. On voit bien de signes comme ça, là, et on se dit, il est clair que de l'autre côté également, on se prépare à la continuité dans les affaires publiques. Pour moi, c'est du divertissement. Comment cela? Parce que le fils du président ne peut pas être candidat aux élections au Cameroun. Qui le connaît? C'est un Camerounais. Mais est-ce que vous connaissez sa voix? Donc le Cameroun est le seul pays où quelqu'un vient de la Lune, alors qu'on est en train de combattre le messianisme, quelqu'un vient de la Lune. 2 ans de l'élection présidentielle, il aura certainement le temps de se faire campagne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passera comme ça quand l'opposition sera incapable d'offrir quelque chose qui rassure les populations. Or, la manière de rassurer les populations, c'est que les populations elles-mêmes soient partie prenante de ce projet. C'est un projet que les politiques ne peuvent pas faire dans une chambre. C'est un projet que les politiques doivent faire avec tous les corps des métiers, avec les populations, avec la société civile, des volontaires, qui pensent que le moment est venu de changer, avec même les gens du RDPC. Parce que le problème qu'il y a là, c'est que 2025, le Cameroun ne doit plus être en guerre. Nos eaux ne doivent plus être en guerre. Francophone, anglophone ne doit plus exister. Parce que nous avons aussi eu les Allemands. Nous avons eu les Portugais. Mais pourquoi est-ce qu'on se focalise? Parce que nous sommes dans la ligne que le colon a laissée. Nous voulons être Camerounais. Bâtissons donc ce socle-là, cette fondation Cameroun, nous tous. Parce que si on pense qu'on va gérer le Cameroun avec 8 régions, ce n'est plus le Cameroun. C'est plus le Cameroun. La capacité des hommes politiques, c'est de pouvoir résoudre des conflits. Ce n'est pas militairement. Militairement, c'est pour sécuriser. Mais c'est la politique qui gère les conflits. Or, nous sommes déjà à 6 ans. Il n'y a rien qui se fait. C'est tous les Camerounais ensemble qui doivent donc se retrouver pour trouver les solutions du Cameroun, pour bâtir un nouveau Cameroun. On en reparle juste derrière cet autre reportage qui
revient sur le lancement du budget ou la loi de finances 2023 pour lequel lancement le ministre Louis-Paul Motazé est venu ici à Douala devant un parterre des hommes d'affaires expliquer effectivement les contours de cette nouvelle loi. Suivez plutôt le reportage. C'est à Douala que le ministre des Finances lance officiellement le budget 2023 de la République du Cameroun. Équilibré en recettes et en dépenses à plus de 6 329 milliards de francs CFA, il sera mis en œuvre dans un contexte d'inflation généralisée sur le plan national et même international. Il convient d'indiquer que sa mise en œuvre va s'effectuer dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la persistance sur l'économie des effets négatifs de la crise russo-ukrainienne. À titre de rappel, ce conflit a provoqué un choc économique mondial qui a touché tous les pays importateurs de produits de base en général et le Cameroun en particulier, au moment où il disposait des marges budgétaires restreintes pour y faire face. L'envolée des prix du pétrole et des denrées alimentaires a accentué les craintes à l'égard de la sécurité alimentaire. En 2023, priorité sera donnée à la reconstruction des régions en proie à la crise sécuritaire, un compte d'affectation spéciale y étant créé. Et il sera financé à hauteur de près de 15 milliards de francs CFA. Le processus de désarmement, démobilisation et réintégration et poursuivre la reconstruction des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. La situation sécuritaire étant relativement sous contrôle sur l'étendue du pays. Par ailleurs, le gouvernement s'est fixé comme autre objectif de densifier la mise en œuvre de la décentralisation afin de donner aux collectivités territoriales décentralisées les moyens d'apporter une contribution déterminante à la relance de notre économie. Il est aussi prévu l'introduction d'une annexe spécifique portant sur les risques budgétaires et la révision du cadre juridique relatif à la mobilisation de certaines recettes de services. Comme annoncé par le chef de l'État le 31 décembre dernier, il faudra également booster les projets miniers. Après Garoua en 2022, la dite cérémonie se tient ce 16 janvier 2023 à Douala, la capitale économique du Cameroun. On va évidemment décrypter un peu ce budget. L'un dépend, puisqu'on continue la discussion sur le volet politique, mais il y a une empreinte en économie. L'un dépend de cette loi de finances, c'est de poursuivre, comme le dit le ministre, Louis-Paul Motazé, la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. On sait par ailleurs qu'il y a une initiative annoncée par le gouvernement canadien qui vise à mettre sur la table les différentes parties à ce conflit, notamment les groupes séparatistes, les groupes armés, qui depuis 2016 déjà veulent et font tout pour faire entendre leur voix. Désormais, le gouvernement semble également avoir donné son accord, puisque le Canada affirme et confirme qu'effectivement les parties sont assises autour de la table. Vous dites que c'est une initiative qu'il faut regarder de près, toujours dans cette perspective politique et des échéances de 2025. Oui, disons que on aurait pu le faire depuis longtemps. Si on avait compris que c'était une affaire politique. Ce n'était pas une affaire de gros bras ou bien d'armée. Mais quand j'écoute le ministre des Finances, 15 milliards pour reconstruire, une enveloppe de 15 milliards. Bon, quand vous prenez 15% du budget de l'État, qui devrait être affecté aux collectivités territoriales décentralisées, vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui n'est pas sérieux là-dedans. Parce que affecter 15 milliards, alors que logiquement, on devrait avoir 15% du budget de l'État réparti dans les régions, ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté. Le gouvernement s'en défend en disant que c'est une mise en œuvre progressive de cette décentralisation-là. Non. La décentralisation a été consacrée par la Constitution de 1996. Si après plus de 20 ans, la décentralisation n'est pas en route, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas eu de volonté de mettre la décentralisation en route. Maintenant, quand on a dit après la conférence de Yaoundé qu'on va mettre la décentralisation en route, ben, vous voyez, ça, non seulement ça a pris encore du temps,
Mais les lois qui sont sorties, il n'y a pas tous les décrets d'application, ça se donne au compte-gouttes. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu réelle volonté de décentraliser. En réalité, il y a l'argent. Il y a le budget de l'État, il faut juste le répartir. Nous avons un pays comme le Gabon à côté de nous, qui le montre suffisamment. Quand vous payez vos impôts, il y a un logiciel qui affecte à chacun sa quote-part, sa quotité. On sait le faire au Cameroun, mais on ne le fait pas. Et on vous dit, il faut attendre que le ministre des Finances vous dise si c'est bon ou si ce n'est pas bon. S'il peut vous donner quelque chose, il ne peut pas vous donner. Pour découvrir après que 5 000 milliards sont passés comme ça sans qu'on en parle à l'Assemblée nationale et autres. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas eu réelle volonté de faire du budget de l'État l'affaire de tous les Camerounais. C'est un peu comme si on était dans la colonisation et que le colon, n'est-ce pas, venait prendre. Mais quand le colon, lui, venait prendre, c'était pour le droit au bonheur de la métropole, des populations de la métropole. Mais quand le colon noir, lui, il arrive aujourd'hui, c'est pour ses poches. C'est-à-dire que même les députés n'ont même pas le droit de savoir. Ils apportent des propositions, on balance ça à côté, même pas une réelle volonté. Parce que c'est là qu'on mesure la loi les des choses. finances, il y a un débat. Il y a un débat où nous avons que des lanceurs d'alerte qui ne peuvent rien. Quand ils ont fini de dire la vérité là-bas, ça passe. Oui, donc ils sont il faut minoritaires. davantage s'armer pour prendre la majorité à l'Assemblée nationale. Exactement. C'est pour ça que je dis les partis politiques ont eu 30 ans pour prendre la majorité à l'Assemblée nationale. On n'a pas pu. Il faut maintenant aller sous d'autres paradigmes. C'est sur lesquels? Il faut s'unir, comme le peuple demande, parce que c'est le peuple qui est souverain. Quel est le schéma qui conduit à l'union? J'ai commencé à vous le dire. Permettez que les dessous soient traités avec les partis politiques. Vous voyez? Mais en réalité, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques répondent aux sollicitations du peuple, c'est-à-dire ils s'unissent, mais ils se rendent compte que s'unir n'est pas suffisant. Parce que pour battre le RDPC, avec 1000 voix, c'est bien. Ça, c'est dans les papiers. Mais sur le terrain, il faut avoir une masse critique de 5000 voix. Là, vous êtes sûr de gagner. Moi, je l'ai expérimenté, je l'ai vu avec l'Union démocratique du Cameroun. C'est comme ça, il faut avoir une masse critique. Donc, pour avoir cette masse critique, il faut intéresser les Camerounais. Moi, je peux vous dire, les Camerounais, beaucoup n'aiment pas leur pays. Il faut les amener à aimer leur pays, parce que moi, je ne peux pas comprendre, M. Dipita, vous allez à l'école, vous sortez de l'université, vous trouvez un emploi, le samedi, dimanche, vous êtes avec votre femme dans le supermarché, vous prenez, vous rentrez chez vous, et quand on vous demande si vous avez une carte d'électeur, vous dites non. Moi, j'en ai rencontré comme ça énormément. Donc, ce n'est pas une affaire du peuple qui n'a pas compris, mais c'est des Camerounais qui refusent de s'impliquer dans la chose. Maintenant, pourquoi refusent-ils? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance aux partis politiques. Les partis politiques n'arrivent pas à s'unir. Bon, si les partis politiques s'unissent aujourd'hui, 30 ans après, pour moi, Sambaka, c'est insuffisant. Il faut mêler les corps, il faut refaire le Cameroun. C'est-à-dire que pour moi, l'élection présidentielle, ce n'est pas l'enjeu de l'heure. L'enjeu de l'heure, c'est de se préparer à bâtir un nouveau Cameroun. Parce que celui que nous vivons depuis 60 ans n'est plus bon. Il ne nous apporte rien. Je vous ai donné l'exemple de... Si nous prenons cette économie-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu, à un moment ici, on nous a dit il y aura l'autoroute, il y aura ceci, il y aura cela. L'autoroute Douala-Yaoundé, après c'est devenu Yaoundé-Douala, maintenant c'est 60 km en 10 ans. Et vous imaginez un seul instant qu'on a pris des crédits. On est en train de rembourser des crédits et il n'y a pas de route. Alors que s'il y avait des routes, il y aurait les péages. Les péages et il y aurait le développement. Il n'y a pas que seulement les péages, il y aurait le développement. Et ce développement amènerait plus à élargir l'assiette fiscale. Mais il n'y a pas de route depuis 10 ans. Alors, vous connaissez une banque qui vous donne de l'argent, 10 ans après, vous n'avez pas réalisé l'œuvre et qui vous dit, bon, j'attends le jour où vous allez réaliser. Non, il commence à prendre ses intérêts. Vous commence à vous demander d'où, subitement, on s'est retrouvé comme ça avec des surendettements. Et on se rend compte que les grands projets qu'on avait, c'était des slogans. Parce que rien n'est opérationnel au jour d'aujourd'hui. Et vous voyez, là, on ne compte pas le temps. On doit faire le stade d'Olembe. Les Sénégalais font le stade en 18 mois. Nous, il faut des années et des années.
et puis ça coûte 4 fois, 5 fois plus cher. Mais quand on a choisi ce genre de créneau-là, on ne rend pas service à son pays, on ne rend pas service au peuple. On ne présente pas les stades pour dire qu'on a dit qu'on a eu la plus belle CAN, alors que les stades ne sont pas terminés. Il faut résoudre ce problème-là. Donc la gouvernance au Cameroun est mauvaise, personne ne discute plus sur ça, elle est mauvaise. C'est l'entêtement du gouvernement à rester sur le même paradigme qui étonne tout le monde. Parce qu'on peut faire mieux. Tout le monde sait qu'on peut faire mieux. Donc voilà, moi je pense que les populations sont interpellées. La souveraineté appartient au peuple, qui la transmet aux élus. Quand il parle le vote, mais on vote, on contrôle, on sanctionne. Si ça ne va pas et que ces gens ne nous donnent pas notre droit au bonheur, on les enlève. Mais quel est ce pays où on n'enlève pas ceux qui gouvernent, mais le pays va mal de crescendo. Mais vous semblez fonder un grand espoir sur cette union de l'opposition, mais je veux dire au quotidien, quand on l'observe, quand même, il y a des signes d'inquiétude. Il y a des signes d'inquiétude parce que nous n'avons pas encore commencé à parler réellement. Il y a des groupuscules qui se forment. Le Cameroun n'a pas besoin de groupuscules. Le Cameroun a besoin de tous ses fils. Le Cameroun a besoin que les gars se mettent autour d'une table et qu'ils signent un pacte républicain. On signe un pacte républicain. Ça, la politique d'hier s'est faite sans pacte républicain. On a vu les conséquences. Aujourd'hui, si les gens... C'est quoi le contenu de ce pacte? Mais vous savez, le contenu, c'est que nous avons ensemble pensé un programme minimum commun et que nous nous sommes mis ensemble avec les différents spécialistes, avec des autres corps de métier, etc. etc. C'est ça qui va constituer notre base pour un gouvernement de transition. Parce que ça, je n'ai pas prononcé le nom. Le Cameroun ne peut pas se faire sans transition. Ce n'est pas possible. Il ne faut même pas rêver. Donc, pour un gouvernement de transition, ce gouvernement de transition va durer 3-4 ans. D'accord? Nous nous mettons au travail. Mais maintenant, on signe un pacte républicain qu'on a adhéré à cela et que si on se retire de là, ça veut tout simplement dire qu'on a trahi le pacte républicain. Parce qu'en politique, hein, il faut pas... Aujourd'hui, quelqu'un est blanc, demain il devient noir, on ne comprend plus rien. Parce que l'argent a circulé, ceci a circulé. Donc, on essaye de mettre les garde-fous. C'est tout ça qui va faire renaître la conscience, la confiance des populations. Parce que les populations ne demandent que cela. Les populations n'aiment pas souffrir. Sauf que, si elles ne voient pas en face des gens qui les rassurent, eh bien, ma foi, ces populations ne s'engagent pas. Donc, le pacte républicain est fait, le programme minimum commun est fait, c'est de là que sortira donc un candidat. Mais un candidat qui ne doit pas être un leader d'un parti politique. Ah bon? Ben oui, les relations sont conflictuelles. Je vous dis, le leader des partis politiques, il gagne, il s'assied là, il dit la Constitution dit quoi? C'est vrai qu'en son temps, à l'époque, quand... Mais est-ce que vous savez ce que Froundi a fait en 92? Rappelez-nous. Quand tout le monde s'est mis pour qu'il devienne président. Il n'a pas gagné, il n'a pas été président, mais il a quand même pris celui de dire que bon, vous tous là, entrez dans le SDF ou bien partez. C'est humain. Nous, on a vécu toutes ces périodes. Et on vous dit que le Cameroun est en train de se déshumaniser. Les gens ne respectent plus l'être humain. L'être humain n'est plus au centre de nos préoccupations. C'est des préoccupations égoïstes qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut qu'on fasse un effort pour mettre les garde-fous, pour que celui qui va être là soit celui que tout le monde a adoubé pour faire une mission. Donc c'est un homme de mission. Il a 3 ans, 4 ans de mission. C'est vrai qu'à l'époque, il y a des noms qui circulaient. Je me souviens, le regretté Christian Toumi, on lui attribuait ce genre de rôle à une certaine période. Mais je veux dire, aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore dans la société une personnalité qui a ce profil que vous essayez de définir? Non, le Cameroun ne peut pas manquer de personnalité. Ce n'est pas possible. Mais moi, je ne vois personne. Pour le moment, moi, c'est dans les discussions qu'on met les critères. D'accord. Vous voyez? Parce que celui qui va aller le faire, ce n'est pas lui qui sera au gouvernement. Ben pour vous, ce sont les partis politiques qui seront au gouvernement. Et ce sera un très bon apprentissage d'ailleurs, les 3 ou 4 années, pour que les partis politiques deviennent de vrais partis politiques, n'est-ce pas, dénués de tous les appellations qu'on leur donne, parti tribal, parti ethnique. Tout ça va se corriger. Tout le monde sera là au gouvernement, tout ça va se corriger. Et quand cet homme de mission va partir,
Mais il va programmer les élections et puis les gens iront aux élections de manière transparente. C'est ça. Ou bien vous attendez encore 7 ans. Vous mettrez suffisamment de garde-fous pour que cet homme de mission, s'il vient, il je ne reste vous pas. dis ce que je vous dis là. Si on ne le fait pas, on attendra encore 7 ans. On attendra 7 ans. Il faut choisir. Ou on fait une transition, on remet le Cameroun à plat et puis on le construit ensemble, ce qui devient notre fondation. Et puis après, on va faire des élections. Mais si nous voulons seulement, supportez-moi, je vais gagner les élections, vous, non seulement vous n'allez pas gagner les élections, mais si par extraordinaire, vous gagnez ces élections, vous ne pourrez même pas diriger ce pays. Parce que tout est... C'est-à-dire que tout est piégé. Est-ce qu'en l'état actuel des contacts que vous avez, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous voyez des hommes politiques qui sont justement prêts à faire ce deal, ce pacte républicain? Ils sont nombreux. Savoir qu'ils travaillent le terrain, demandent aux électeurs de se mobiliser pour aller aux élections, et puis quand l'élection, du moins quand la période électorale arrive, ils proposent une personne qui n'est pas d'un parti politique, qui n'a pas forcément fait ce travail-là pour assurer la transition. Vous voyez les hommes politiques camerounais Non, c'est justement là où vous ne m'avez pas compris. D'accord. Les partis politiques peuvent être à l'initiative de ce grand mouvement camerounais, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Parce que les partis politiques sont noyés dans la population. Donc il faudrait bien qu'on contacte les gens au niveau de l'enseignement, on contacte les gens partout dans la société civile, les corps de métier, parce qu'il faut réformer beaucoup de choses. Et il faut le faire avec des gens du métier. Donc, quand on a fait ça, on a recueilli tout ça, les gens vont se sentir concernés. Et quand les gens se sentent concernés par un projet, alors à ce moment-là, vous pouvez véhiculer ça, les populations vont se mobiliser. Les gens vont aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, et puis, ma foi, les élections qui vont arriver, il y aura alternance. Parce que tout le monde est en sécurité. Les starting blocks vont être posés pour que tout le monde ait la chance de partir en même temps. Ça nécessite donc que quelqu'un de neutre, entre guillemets, c'est-à-dire n'étant pas un leader des partis politiques, puisse challenger dans ce poste présidentiel, mais pour une mission de courte durée, qui est une mission pour veiller à ce que ce programme minimum commun qui va être fait soit implémenté par tous ces partis politiques qui ont concouru, n'est-ce pas, et les personnalités aussi, concouru à mettre cela en place. L'avantage de cette façon de voir des choses, c'est que beaucoup de fonctionnaires vont adhérer à cela. Parce qu'on a beau tirer sur les fonctionnaires, il y a de bons fonctionnaires. Peut-être qu'ils ne sont pas à des postes qu'il faut. Beaucoup de gens du RDPC vont adhérer à cela, parce que quand on voit comment ils fonctionnent, avec les plaintes au point de brûler même les sous-préfectures et autres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mécontents là-bas, qui aimeraient que les choses se fassent mieux. Donc c'est en fait arriver à unir les Camerounais. Parce que nous avons un problème de patriotisme qu'il faut résoudre. Nous avons un problème du nozo qu'il faut résoudre. La première chose qu'il faut résoudre, mais on ne peut pas résoudre ça avec des bras de fer ou des négociations. On résout ça de manière politique parce qu'on s'est mis autour d'une table et qu'on est redevenu de nouveaux Camerounais. Et ils doivent contribuer à ce plan-là. Ils doivent contribuer à ce plan-là. Parce que tout le monde trouvera quelque chose, un minimum consensuel là-dedans. Et après, on va faire des élections. Donc pour moi, les élections ne sont pas la priorité. Une autre actualité présente évidemment depuis plusieurs années déjà et qui est récurrente, c'est ce discours haineux que l'on rencontre sur les réseaux sociaux. Comment l'expliquer? Comment essayer de laguer cette problématique-là? Nos reporters ont rencontré un spécialiste de la question. Suivez plutôt. Le fait est que, sur les réseaux sociaux, les insultes et la haine sont de plus en plus présentes. Ce serait pour le psychologue clinicien Jean Mobeb la manifestation de pulsions de haine nourrie par les partis politiques. Si vous avez remarqué, c'est après les élections de 2018 qu'il y a eu que la société camerounaise s'est plus ou moins divisée. Avec des contestations et tout ça. Et ça a fait que beaucoup de passions sont nées à partir de là. Or, en réalité, quand vous voyez ces propos haineux dans les réseaux sociaux,
c'est les partisans des partis politiques. Lutter contre ces pratiques qui prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux et même dans les médias dits traditionnels peut passer par la suppression des partis politiques. Ça nous amène à revoir la problématique des partis politiques et leur rapport au peuple. Ça nous amène également à voir ce qu'une philosophe française, Simone Veil, qui a dit que pour elle, il fallait supprimer les partis politiques. Et vous allez comprendre pourquoi. Il fallait supprimer les partis politiques parce qu'elle pense que les partis politiques sont un réservoir de manipulation des passions. Et surtout, par le respect des lois de la République. Le virtuel des plateformes ne devrait pas enlever au respect des normes régissant la vie en société. Il faut des lois, puisque en fait nous sommes dans une société, nous sommes dans un état de droit. Et je ne vais pas rentrer dans les thèses de Rousseau, mais ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas dans un état de nature où les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, où les gens peuvent exprimer les passions comme ils veulent, où les gens peuvent s'attaquer à des individus sans preuve. Pour le ministère de la Jeunesse, la lutte contre les discours haineux sur les réseaux sociaux passe par le recrutement de 1000 e-volontaires qui seront appelés patriotes des réseaux sociaux. Ces derniers doivent participer en ligne à l'adoption de bons comportements, des bonnes attitudes et à la promotion du vivre ensemble harmonieux. Serait Sambaka, parti politique, foyer de manipulation de la population? Bon, j'ai écouté l'expert avec un peu de sourire parce que lui, il voit tout en 2018. Non. Dès qu'on a proclamé le multipartisme au Cameroun, ceux qui nous gouvernent ont tout fait. Et on peut vous dire, même les partis politiques qui sont les alliés du parti au pouvoir, quand on leur demande 2 personnes, s'ils donnent une personne qui n'est pas de l'ethnie du président, on dit non. On veut quelqu'un de votre ethnie. Ah bon? Donc oui, c'est une construction pour conserver le pouvoir que le parti au pouvoir a mis en place. Moi, j'ai fait pratiquement 30 ans dans l'UDC. L'UDC a toujours été étiqueté comme un parti Bamoun, alors qu'au départ, l'UDC avait tout le Cameroun. Donc, c'est fait à dessein. Le SDF, quand ça a fait fort, en 92, on dit, non, c'est un parti anglo-bami. Le MSC arrive, c'est un parti bamileke. Le PCRN, c'est un parti Bassa. Non, je pense que on a vu où ça nous a mené. Aujourd'hui, il est question de prendre des dispositions pour que ça ne vienne pas. Or, moi, je vous dis que la décentralisation était l'une des solutions pour que ces histoires-là s'arrêtent. Mais le refus du pouvoir central d'appliquer la décentralisation nous a amené, n'est-ce pas, au statu quo. Donc, ça demeure, mais avec un pays comme le Cameroun, quelle est l'ethnie qui peut dominer l'autre? Aucune. Parce que dès que vous avez parce que la décentralisation et autres, comme que vous voyez là, c'est une très bonne chose. Les maires et tout ça, c'est une très bonne chose. Ils sont en contact avec les populations et autres. Maintenant, s'il y a une tribu qui a des velléités d'annexion d'autres tribus, mais il va avoir toutes les tribus contre lui. Donc, ce qui paraît comme quelque chose de très compliqué chez nous, c'est parce que nous n'arrivons pas à partager. Dès lors qu'on va rentrer dans le cycle du partage, chacun va se contenter de ce qu'il a, sans velléité d'annexion. Parce que si vous remarquez bien, il y a des Camerounais très cupides. Ce qui leur appartient, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils prennent ce qui appartient à Dipita Tongo. C'est là où commencent les problèmes. Mais si chacun se contente de ce qu'il a, de développer ce qu'il a, vous allez voir qu'il y aura une saine concurrence à travers tout le pays
et tout le pays va se développer en même temps. Voilà, ça me rappelle donc pourquoi est-ce que j'avais fait un programme pour les sénatoriales. C'était précisément pour cela. Parce que la décentralisation ne venant pas depuis 1996, je me suis dit, ben non, c'est quand même l'argent des contribuables. Si le pays donne ne serait-ce que 1 milliard à chacune des 300 communes, ils pourront mettre en route un plan de développement. Ils pourront, une commune qui est perdue en brousse là-bas, aura le même montant de départ que celui qui est en ville. Il pourra transformer sa commune en petit paradis. À Yabassi, là-bas, ils ont 4 communes, ils se mettent ensemble, ils mettent des engins, puisque le désenclavement est catastrophique dans le CAM. Ils se mettent ensemble. Est-ce que c'est réaliste quand on sait que chaque commune a ses réalités, a ses priorités, a son modèle de développement? Oui, mais l'enclavement, c'est une priorité pour tous les Oui, mais je veux dire que, justement, ils peuvent mettre un peu, ils ont des engins. Pour une commune enclavée qui a besoin de plus de 2 milliards, vous ne donnez qu'1 milliard. Pour 1 milliard par an pendant 3 ans. D'accord. Parce que le budget de la commune est là. Mais en attendant la décentralisation avec les lois, il fallait déjà leur injecter 1 milliard de francs pour qu'ils commencent à travailler. Vous vous rendez compte que si on avait fait cela à l'extrême nord là-bas, avec les communes qui y a là-bas, ils devaient devenir des partenaires avec les populations. Les semences, c'est eux qui allaient, nous aurions en permanence les oignons dans tout le Cameroun et on allait même exporter. Boko Haram ne devait pas venir chercher les gens là-bas qui sont au travail. C'est de ça que je parle, parce que si nous ne transformons pas nos communes en pôle de développement, alors on a tout fait faux. Or, nous n'avons que 360 communes. Il faut bien que ces 360... et même, quand vous voyez des villes comme Douala, Yaoundé saturées, vous pensez que si les communes fonctionnent normalement, les gens vont se déplacer encore, ils vont rester dans leur commune. Si les maires sont capables de mettre des cases de passage pour que les enfants de l'Est, qui ont été méritants à l'école, aillent pour 1 mois au sud-ouest, mais ils vont revenir dire là-bas à l'Est que voilà, au sud-ouest du Cameroun, voilà comment les gens vivent, voici leurs coutumes, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on forme l'unité nationale. C'est comme ça qu'on forme le patriotisme. On ne le décrète pas. On pose des actes, n'est-ce pas, qui font en sorte que un Camerounais connaît le Cameroun. Les Camerounais, quelqu'un de l'Est, il va te dire qu'il n'est jamais sorti de son village, il ne connaît même pas ce qui se passe au Sud. Est-ce qu'il se sent Camerounais? Il ne peut pas se sentir Camerounais. Il faut donc que nos enfants commencent déjà par des programmes de ce genre, n'est-ce pas? Et quand ils rentrent des colonies de vacances, ils soient capables de dire à leur école et aux autres camarades qui n'étaient pas là-bas, etc., etc. Vous voyez que l'enfant va arriver même au bac, il n'aura pas fait tout le Cameroun. Mais il sera un vrai Camerounais. C'est ce qu'on veut. On veut des vrais Camerounais. Nous, quand on était dans les internats, on n'avait pas de problème d'ethnie. Tout le monde se retrouvait à l'internat et puis on était des frères. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il y a même presque plus d'internats. Mais on a développé un certain nombre de choses qui font en sorte que, à la fin, la haine s'installe, le tribalisme s'installe, mais tout ça aussi arrive parce que les gens n'ont rien à faire. On est dans un pays où on n'offre pas, n'est-ce pas, des opportunités aux enfants qui sortent de l'école. Ils vont à l'université, quand ils ont fait la technique, ils peuvent aller au Rwanda, trouver du travail, ou peuvent aller au Canada, etc., etc. Mais le Cameroun va rester avec qui? Un pays qu'on n'a pas encore bâti. Déjà, ceux qui sortent de l'école n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Il y a un problème. Mais est-ce que ça intéresse ceux qui nous dirigent? Ça ne les intéresse pas, parce que cet enfant, il va sortir de là. Il va aller vivre chez son père qui est en retraite. Dieu merci, on paye maintenant les retraites. Donc il va les nourrir. Mais comme il y a des besoins biologiques, ce garçon-là, il va amener sa copine, il va commencer à faire des enfants dans la maison de son père. Non, le Cameroun a des problèmes. Il faut résoudre ces problèmes et pour les résoudre, il faut tout simplement se mettre ensemble et trouver des solutions. Et à l'État, à quel niveau d'avancement, de contact, vous, à l'AFP, vous êtes avec les autres leaders? Je dois dire que ça avance bien, très bien. Nous avons des contacts avec beaucoup de leaders. Ce que nous n'avons pas comme contact jusqu'à présent, c'est ceux qui ont fait
code électoral. Personnellement, je pense qu'il va arriver un moment où il faudra qu'on se voit, qu'on parle. Parce que c'est tout le monde qui doit être ensemble. UMS, SDF, PCRN, UDC, ouais. MRC et MP. UDC, je crois. Oui, je citais l'UDC, ouais. Donc les 6 partis. Oui, mais je sais que... Il y a un blocage à ce niveau avec... Non, c'est pas ça, c'est que je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés pour être... à 6, ok. À 6 ou à 7. Je ne vais pas venir violer leurs accords. Mais à aucun moment, je ne vais participer à quelque chose que je dois envoyer par fax. Aussi. Nous nous sommes battus après la tripartite, quand le président de la République a dit que la tripartite seule ne suffit pas, il faut que les Camerounais envoient par fax et tout ça leurs propositions. Vous voyez M. Sambaka qui a condamné ça hier, en train d'accepter ça des partis de l'opposition, que moi j'envoie un fax. Je ne peux pas. Mais ça n'exclut pas qu'on se parle et qu'on arrive à trouver des accords. D'autant plus qu'il y a plein d'autres. Moi, je suis souvent avec Kawala, je suis avec d'autres. On discute tout le temps, le Dieu Kamchameni. Nous discutons tout le temps pour les problèmes de ce pays. Hein? Nous discutons pour les problèmes de ce pays et je pense qu'il y a des solutions. Mais comme je vous ai dit, les rapports entre partis politiques sont du type conflictuel. Et il faut qu'à cela s'ajoutent les Camerounais, les corps de métier, les historiens, les anthropologues, les philosophes. Ils vont nous édifier. Ben je veux dire, cet état de choses dure depuis plus d'une trentaine d'années, ou sensiblement une trentaine d'années. Alors là, nous sommes à 2 ans de la présidentielle. Êtes-vous optimiste pour vous dire, en 2 ans, est-ce que vous pouvez renverser cette tendance-là? Est-ce que vous êtes suffisamment capable, quand je dis vous, les hommes politiques, ouais. Vous êtes suffisamment capable de taire cet ego? Oui, on va taire cet ego ou bien on meurt. C'est un choix. C'est un choix. On va se casser la figure. C'est un choix. Ou bien on va ensemble, ou bien on meurt. Vous comprenez? Ça ne se discute pas. Il faut expliquer ça à nos lieutenants qui ont déjà pris des postes ministériels. Il faut leur expliquer que ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas que les postes ministériels. Il y a la décentralisation, il y a l'Assemblée nationale, il y a les communes, il y a tout ça. Donc on n'est pas condamné à être ministre parce que, etc., etc. Le ministère, c'est quoi? Il faut avoir la possibilité de se donner à fond, hein, parce qu'on est dans un cycle où il faut tout redresser jusqu'aux mentalités. Jusqu'aux mentalités. Donc ce n'est pas une tâche facile, mais elle ne pourra se faire que parce qu'il y a une adhésion massive au projet. Donc il faut préparer cela. C'est pour ça que je dis aux partis politiques, nous ne pouvons pas faire ça tout seuls. D'accord. On va prendre le dernier reportage de ce dimanche, cette soirée, qui revient sur la situation Covid. Vous le savez, dans certains pays, la pandémie reprend de l'envol, notamment en Chine. Et au Cameroun, déjà au ministère de la Santé publique, on revisite un peu le dispositif pour voir si le Cameroun peut à nouveau faire face à cette pandémie-là. Suivez plutôt. Malgré la calmie enregistrée au Cameroun, le coronavirus refait surface dans plusieurs régions à travers le monde, d'où l'inquiétude des experts des questions de santé. Vous avez dû apprendre que sur les 6 régions du monde OMS, nous en avons 3 qui sont aujourd'hui en résurgence. Et notamment la région, enfin l'Asie, aujourd'hui par la Chine, qui a un niveau plus élevé de contamination, de transmission. Et vous le savez aussi, lorsque nous avons commencé en février 2020, c'est par là que ça avait commencé. Et à ce moment-là, nous avions pensé que c'était tellement loin que ça ne pourrait pas arriver chez nous. Mais c'est finalement arrivé le 5 mars et nous avons été embrasés bien après ça. Il est donc urgent de prévenir une éventuelle résurgence de la pandémie, ce qui justifie cette réunion présidée par le ministre de la Santé publique sur la situation épidémiologique actuelle. Nous avons fait cette réunion d'évaluation. Qu'est-ce que nous avons, le chemin parcouru, qu'est-ce que nous avons fait pendant toute cette année 2022 en ce qui concerne la COVID-19? Quels sont les atouts que nous avons en ce moment et comment nous projeter vers l'année 2023 dans le cadre de la réponse, dans le cadre de la préparation et éventuellement si jamais nous avons encore une résurgence. Donc, il faut retenir globalement qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Les conclusions que nous avons
retenu tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que nous soyons vigilants et que la surveillance dans nos points d'entrée puisse se poursuivre. Que la surveillance se fasse au niveau de nos services d'urgence et de nos services de consultation externe dans nos hôpitaux, pour que lorsqu'il y a un cas qui arrive, qu'on puisse facilement capter et que nous renforcions, n'est-ce pas, nos mesures de prise en charge, nos infrastructures et tout le reste. En outre, il est recommandé la poursuite du respect strict des mesures barrières et des campagnes de vaccination contre le coronavirus. Un mot peut-être sur cette actualité-là. Oui, je dois dire qu'après le scandale du Covid, nous devons prier Dieu pour que ce Covid ne revienne pas au Cameroun. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y aura des gens qui seront prêts à nous donner de l'argent alors qu'on n'est pas capable de rendre compte. Donc, vous voyez, tout cela nous amène à dire que pour un homme politique et pour un Camerounais en général, tous les jours, on doit réfléchir comment sortir de la situation, de l'impasse. Mais on se rend compte qu'à un problème s'ajoute un autre problème tous les jours. Et si le Covid revient au Cameroun, vraiment, on n'a que Dieu à prier pour qu'il ne revienne pas du tout. Parce que s'il revient, on ne pourra pas avoir les aides qu'on a eues la dernière fois parce qu'on n'est pas capable de justifier ce qu'on a fait avec ces aides-là. Donc ça va nous rattraper. Nous ne sommes pas dans la situation où on dira qu'il y a des lits et tout ça là, ce n'est pas les lits qui vont soigner le Covid. Donc voilà, moi je pense que ça nous montre encore, vraiment ça nous montre encore que, comme on dit souvent, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Parce que on a échoué. Il n'y a plus de doute là-dessus. Nous avons échoué et collectivement, nous avons échoué parce que ceux qui nous gouvernent ne savent pas gouverner. Ceux qui sont dans l'opposition ne savent pas faire l'opposition. Ils ne savent pas renverser les tendances. Parce qu'après tout, qu'on le dise, si les Camerounais qui sont souverains se mettent debout et qui disent qu'ils veulent le changement va arriver. Personne ne peut arrêter un peuple. Ce n'est pas possible, c'est lui qui est souverain. Mais c'est nous qui devons trouver comment faire pour que ce peuple soit un... Ce n'est pas un appel au soulèvement. Non, ce n'est pas un appel au soulèvement. Moi, je suis en train de monter plutôt une plateforme pour que les gens qui pensent comme moi, qui pensent comme l'AFP, s'inscrivent à l'AFP. Parce qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et à travers le monde, il y a des gens qui ont des solutions à des problèmes que nous vivons ici. Et nous ne le savons pas. Ben, il faut qu'ils s'impliquent. Il faut que les gens s'impliquent. Il faut que les gens sortent. Il faut que les gens bougent. Il faut que les gens réfléchissent. Il faut que les gens veulent. Mais, ce que les Camerounais doivent savoir, c'est qu'un peuple, un pays ne peut pas se construire sur les rancunes. Ça veut dire qu'il faut se préparer à la réconciliation. Il faut se préparer à la réconciliation. Un peuple ne peut pas partir sur la base n'est-ce pas, de revendications et puis ensuite des rancunes. Non, parce que si on a les rancunes, on va avoir que des blocages. Mais par contre, si on a un consensus national, à ce moment-là, on aura une compétition saine. Une compétition saine. C'est ce qu'il faut au Cameroun, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. On a utilisé notre pétrole, on n'a pas vu ce que ça a produit. Maintenant, on est en train d'entrer dans les mines. Qu'est-ce que ça va produire? Tous les projets sont suspendus. L'endettement, on n'arrive pas à supporter. Et puis, voilà, on nous raconte des histoires qui ne tiennent pas debout, on va être rattrapé encore dans un an. Nous ne faisons plus confiance. Sambaka, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, d'avoir accepté, n'est-ce pas, de laisser votre famille pour venir à cette émission alors que votre famille est en train de fêter votre anniversaire. Ça me permet de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Vous faites une révélation au public. Voilà. Merci infiniment. Sambaka, vous prenez le cours. Merci d'être venu ce dimanche, évidemment, partager votre expérience, on le sait, d'homme politique, de l'opposition, notamment avec notre public, nos téléspectateurs. Merci à vous également d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un bon début de semaine. Bonsoir.